Est-ce que c'est le match de la dernière chance ce soir pour l'OM, Jérôme ? Et clairement, mais la dernière chance pour beaucoup à Marseille. Le club, bien sûr, vous l'avez dit au niveau du classement, c'est mort s'ils perdent. Pour Là, on parle de Ligue des Champions, on est d'accord. Ouais, en fait, l'objectif de la saison, c'est pas la qualification en Conférence League quand même. Tu vois, tu t'appelles Olympique de Marseille. Alors après, peut-être que, en effet, s'ils se plantent ce soir, on va dire il y a encore la chance d'être européen parce que si le 7e peut être qualifié, si Paris gagne la Coupe de France, et voilà. Donc on va nous vendre que c'est magnifique de faire la Conférence League quand tu t'appelles Olympique de Marseille. Excuse-moi, tu es le 2e plus gros budget. Un club historique de France. À partir de là, tu ne peux pas accepter, en effet, que Marseille finisse 7e, 8e, 9e, je ne sais pas où. Mais ce qui est sûr, ce soir, il joue très gros. Franchement, quand j'entends Jean-Louis Gasset, et c'est pour ça que j'étais sceptique lors de sa venue. Alors au départ, il y a eu folklore, les résultats magnifiques, tout le monde a dit unanime. Oui, tu t'es trompé. Jean-Louis Gasset, c'est l'homme de la situation. Regarde, il te fait taire. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que là, c'est vite redescendu quand même, parce que Flo nous a dit, ça fait 3 matchs, 3 défaites. En Après, effet, c'est le niveau des adversaires. Il y a des circonstances. Aussi, oui, mais peu importe. Voilà. Tu vas pas jouer tout le temps des Clermont, quoi. Tu vois. Donc, là, tu as joué Rennes, tu as joué le PSG. C'est pour ça que, déjà, d'un point de vue de niveau, je suis extrêmement inquiet pour l'OM ce soir. Parce que 16e équipe à l'extérieur sur l'ensemble du championnat, 16e sur 18. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des grosses lacunes. Il y a des grosses lacunes quand il joue une équipe, en effet, avec de la qualité. Et toutes les équipes du haut du classement, au-dessus de Marseille, ils n'ont pas gagné un match contre ces équipes-là. Même Brest, tu peux mettre même Brest là-dessus. Donc c'est compliqué, surtout quand tu vois que Lille est première équipe à domicile et enchaîne les victoires avec des joueurs qui, eux, ont des certitudes sur leur niveau, en effet. Donc, rien que pour ça, je suis inquiet. Et d'autant plus, je suis inquiet, c'est quand j'entends, et là, je vous parlais de Jean-Louis Gasset, c'est que même lui, il joue gros. Parce que, bien sûr que c'était fantastique au départ. Et les gens l'ont mis au-dessus en disant « Ah, vous avez vu ce qu'il a fait par rapport à Gattuso, magnifique, ok, c'est vite redescendu. » Et là, ce soir, 4e défaite de suite. Je pense qu'après avoir gagné 4 matchs de suite, là, 4 défaites de suite, je pense que ça va vite retomber. Et en effet, là, Jean-Louis Gasset, il peut à l'arrivée montrer toutes ses limites, mais il le montre à travers son interview. Je suis désolé, mais en conférence de presse, la veille d'un match aussi important, nous dire il n'est pas inquiet, il est ceci, il parle à 2 à l'heure. Ah, je suis désolé, mais j'espère. Comme ça, Jérôme. Non, mais j'espère juste. Non, mais à un moment, il faut se forcer, Benoît. Il faut se forcer. Il faut mettre les joueurs devant leurs responsabilités, parce que lui aussi, il a la responsabilité. Si tu leur dis, tu leur parles calmement avec son accent et parlant à 2 à l'heure, tu vas voir qu'ils vont jouer à 2 à l'heure ce soir. Donc moi, rien que pour ça, je suis inquiet. Manu, est-ce que tu es inquiet ? Est-ce que c'est le match de la dernière chance pour l'OM ce soir ? Pour moi, oui, parce que même quand tu regardes le calendrier, mathématiquement, tout reste possible encore. Mais tu vois les matchs qu'il leur reste à jouer, que ce soit à l'extérieur, à domicile. Je crois que c'est Nice, c'est Lens, c'est des principaux concurrents, des équipes qui sont devant elles, qui luttent pour une éventuelle Champions League l'année prochaine ou pour les places européennes qui resteront. Mais moi, c'est quand je vois aussi les spéculations qu'il y a autour de beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on parle déjà de la saison prochaine ? Quand je vois dans certains quotidiens sportifs, ça y est, il est plus à l'OM l'année prochaine. Donc comment tu veux que les joueurs s'identifient, s'investissent justement considérablement ? Quand Jérôme parle de prise de conscience, ils l'ont eu après le Shakhtar Donetsk. Derrière, ils ont enchaîné 3 belles victoires contre des adversaires qui étaient largement à leur portée. Et on avait dit à cette époque-là, on avait fait un débat, on avait dit on va attendre quand même fin mars, début avril, parce que là, les adversaires sont d'un autre standing. Et là on arrive dans la dernière ligne droite et c'est là que ça va devenir intéressant. Et là, on s'aperçoit en fait que l'OM rentre dans le rang. Donc oui, ce soir, c'est super important. Mais quel est le moyen aujourd'hui de Gasset ? Il peut y avoir une surprise ce soir à Lille. L'OM peut très bien gagner il va falloir, et aller à l'encontre de toutes les stats qu'il y a depuis le début de saison. C'est obligatoire, Manu. Mais sincèrement, je me dis, j'ai l'impression que l'état de grâce qu'il y a eu depuis son arrivée, c'est parti en fumée. Et aujourd'hui, la chape de plomb qu'on a connue avant son arrivée, elle revient progressivement. Et en fait, j'ai l'impression que l'OM non seulement rentre dans le rang, mais en fait retrouve son rang. Après, il y a un bémol, c'est qu'il y a beaucoup d'absents. Encore une fois, ce soir, arrêtez avec ça. C'est vrai qu'il y a des absents effectifs. Arrêtez, c'est les aléas d'une saison. Non, mais un gaucher qui joue arrière droit. Et le gaucher qui a joué arrière droit, il a pris le bouillon contre Mbappé.
Voilà, Non, mais écoute, est-ce qu'on a peut-être eu que un grand défensivement, ça a été le meilleur sur le. Oui. Donc, je suis désolé. Des changements de position, c'est toujours arrivé. Des problèmes. Point-là, Jérôme, Non, mais des problèmes. Non, mais attends, arrête. Bah, Quand tu regardes Flo. l'équipe. Non, mais regarde. Non, mais arrête. Il n'y a pas Flo ou pas. Aide-moi, Regarde l'équipe de départ de l'OM aujourd'hui. Oui. Donc, à part Garcia, où en effet, tu es obligé de lui inventer un poste. Mais bon, il a été recruté pour être un défenseur au mois de janvier. Donc là, il va, au lieu de jouer à gauche, il joue à droite. Bon, Gigot, Balerdi, Merlin, c'est des titulaires, rassure-moi. Ah oui. D'accord. Au milieu de terrain, Kondogbia, Verretou, Gay qui a beaucoup de temps de jeu parce que Gasset l'a relancé. Et qui est en rumeur de partance à Monaco. Je suis désolé, il manque personne. Il est en fin de contrat, Manu, de toute façon, donc il est en rumeur de partance. Je me dis, comment tu veux mobiliser des joueurs s'ils savent qu'ils ne seront pas là l'année prochaine. Ok, mais n'empêche que le milieu de terrain est le milieu, à mon avis, titulaire de Jean. Ah bon, tu mets qui à la place? Il y a Rongier qui est blessé depuis longtemps. Mais ça va, Rongier, arrêtez. Bon, j'ai de la peine parce qu'il est blessé et que Rongier. Mais c'est que Rongier, les gars. Oh, arrêtez un peu vos bêtises. Non, mais Rongier, j'ai l'impression que c'est le métronome de cette équipe. Arrêtez. Arrêtez. On parle pas d'Aubameyang. C'est pas Rongier. Il a une passe D et un but pour un milieu de terrain. Arrêtez. Et devant devant Aubameyang. Donc c'est ta star, c'est ta star et qui le montre. Moumbagna, là c'est un choix de le mettre devant. Moumbagna qui démarre jamais un match. Non mais d'accord, ils l'ont pris, c'est une recrue, donc ça c'est le travail de. Il peut débuter ce soir éventuellement, c'est pas impossible. C'est le travail de Longoria et de Mehdi Benassia. Donc moi je suis désolé. De toute façon, juste Jérôme, un truc qui va aller dans ton sens. Benoît, tu m'excuseras, mais c'est pas par rapport au fait que moi je pense quand même qu'il y a des absents qui sont difficiles à combler, des absents qui sont plus difficiles à combler. Non mais Sarr, Rongier avec le groupe, oui toi tu parles de stats et de qualité technique, ok, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est important aussi mentalement dans le vestiaire. Non mais attends Jérôme, laisse-moi juste finir. C'est que quoi qu'il arrive, les blessés, c'est pas que de la malchance non plus. Ça fait partie d'une saison, et ça fait partie de la gestion d'un club et d'un staff. Merci. Et donc à un moment donné, la prépa estivale a-t-elle été bonne, point d'interrogation. Est-ce que tout le boulot a été fait? C'est pas non plus que de la malchance. Donc non mais à un moment donné, on peut pas toujours dire se lamenter, etc. Donc il y a peut-être une partie des blessés. Bah oui, c'est la poisse, et une autre partie, c'est que certaines choses ont été mal préparées ou mal appréhendées. Aussi, avec Gattuso qui veut refaire une prépa physique. Voilà, tout ça, et pour aller dans le sens de Flo, quand tu es à l'OM, tu sais où tu mets les pieds. Quand tu es un joueur, tu découvres pas le contexte marseillais. Tu sais qu'il y a une grosse pression. Tu sais que si t'es pas bon d'entrée, il n'y a pas de temps d'adaptation, ils vont te siffler. À toi de faire retourner le truc. Ce qu'a fait Aubameyang, par exemple, d'accord. Ce que n'a pas fait juste sur un ou deux matchs, NDI, même Sarr, parce que Sarr, on me dit aujourd'hui, oh là là, problématique. Sarr, c'est l'homme qui portait quand il y a eu la bonne série. Je suis désolé. Il portait quoi? Mais il a porté contre Clermont et contre Toulouse, les gars. Ou Montpellier qui en prenait comme au boule à chaque match. Mais arrêtez un peu vos bêtises. Mais ils ont mis 4 buts ou 5 buts à Clermont. Clermont, ils viennent d'en prendre 3 contre Toulouse, qui est 15e du championnat. Mais arrêtez de me dire que c'est un exploit. Non mais arrêtez. C'est que je pense que toi, tu juges la motivation et la personnalité des joueurs. Mais là où je me trompe, moi, ces joueurs-là, je les attends sur le match retour à Villarreal, le déplacement à Rennes, le match contre le PSG. Moi, je les attends là, ces joueurs-là. Vous êtes des joueurs de Marseille. Il y a un plafond de verre de niveau, Jérôme. Donc, s'il n'y a pas que ça, Benoît. S'il y a un plafond. Il y a quoi alors? Parce que le plafond de verre de niveau, je peux l'entendre jusqu'à une certaine limite, parce qu'il y a d'autres ingrédients que tu mets également dans une production, dans un match. Il n'y a pas simplement que le talent qui s'exprime. Il y a le mental, il y a le physique, il y a la cohésion collective. Je sais pas moi, il y a tellement de choses qui sont en dehors du talent. Je veux dire, pourquoi alors on expliquerait alors que des grosses équipes puissent tomber sur des petites équipes ou devenir fantomatiques? Parce qu'il n'y a pas que le talent sur le terrain. Il faut amener aussi l'engagement, il faut amener beaucoup de choses. Mais regarde, quand Gasset est arrivé, il y a eu un électrochoc dans le vestiaire d'un seul coup. Alors certes, après le niveau des adversaires, mais ils ont enchaîné des belles victoires. Ils ont été vachement convaincants, notamment dans le contenu et dans ce qu'ils pouvaient faire. Oui, mais on est d'accord. Non, mais c'est pas lié qu'à ça, Jérôme. Honnêtement, s'il n'y a pas de changement de coach, je pense que l'OM n'est plus en coupe l'Europe. Écoute, on a bien vu, l'équipe ne répondait plus. Donc, malgré tout, il fallait le faire. Et Jean-Luc Gasset, il a une part de mérite. Après, je pense qu'il joue gros ce soir, parce que là, tu pourras pas dire oui, mais Rennes, on était fatigué.
fatigué. Oui, mais Paris, c'est Paris. Et oui, mais Lille, quoi? Non, il y a eu que 2 victoires contre des gros, parce que tu disais qu'il y avait rien eu. Il y a eu victoire contre Brest et contre Rennes. C'est trop peu. Hein. Flo, moi, voilà, j'ai une question Marseille joue son avenir ce soir, je pense. J'ai une question à te poser, Flo. C'est vrai qu'ils ont battu l'ogre brestois. Avant l'arrivée, Flo, deuxième de Ligue 1. Attends, Flo. Avant l'arrivée de Gasset, il y avait la sinistrose dans le club, on est d'accord? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui on est retombé dans la sinistrose? Est-ce qu'on est retombé dans la sinistrose après 3 semaines dans Non, pas au sein du vestiaire, pas du tout d'ailleurs, parce que ça se passe assez bien avec entre joueurs, avec Jean-Luc Gasset. Ça se change pas simplement sur le terrain. Non, mais ce qui est important et ce qu'il faut signaler, parce que tu l'as pointé du doigt d'ailleurs, Manu, en début d'intervention tout à l'heure, c'est que pour moi, ce qui conserve encore le groupe, c'est cette qualification en quart de finale de Ligue Europa, parce que malgré tout, ça reste une belle confrontation dans des stades pleins, même si on va en reparler tout à l'heure de l'aspect supporter sur ce match-là, mais je veux dire, ça reste une belle affiche et tant que l'OM est en Coupe d'Europe, ça continuera un petit peu de pétiller et c'est ce piment sur cette fin de saison. Mais en revanche, l'avenir du coach, je pense que Jean-Louis Gasset évidemment ne va pas continuer, donc le dossier du coach va s'ouvrir dès qu'il y aura une élimination en Coupe d'Europe. Les joueurs, l'avenir de certains joueurs qui n'ont pas fait l'affaire, le dossier va s'ouvrir. Pourquoi pas l'avenir de Pablo Longoria? Bref, il y a énormément de questions qui vont se poser, mais pour le moment, on les met de côté, c'est rangé dans un tiroir tant qu'il y a la Coupe d'Europe, je pense. Flo, oui. Où tu as raison de parler de Longoria. Moi, je vais même pas attendre ce que je veux dire, les résultats de la fin de saison, parce que pour l'instant, il a tout faux en fait. Déjà, rien que le gardien, Paolo Lopez, quand tu vois que Mandanda, il brille avec Rennes, à l'âge qu'il a, déjà, mauvais choix de sa part. D'accord, de l'époque, même si c'était l'entraîneur. On en a parlé cette année. Mais quand tu l'as appelé El Mago, je crois que Mandanda était déjà parti. Hein. C'est vrai. Et sauf que là, écoute, Paolo Lopez. C'est facile, facile après. Non, mais c'est facile quand tu regardes les prestations quelques mois après de Paolo Lopez. Je suis désolé, je pense qu'il n'est pas au niveau d'un Marseille ambitieux. Et là où je vais te dire, où j'ai changé mon fusil d'épaule sur Pablo Longoria, parce que l'instabilité, ok, le fait de changer des joueurs et tout, ça a marché. Quand il y a les résultats, tu fermes ta tronche et tu dis bravo. Et c'est pour ça que je l'ai appelé, comme tu le dis Flo, El Mago. Par contre, El Mago, il a perdu ses Garcimore aujourd'hui, hein, parce que franchement, c'est Onana aujourd'hui, parce que vous me dites l'équipe, il y a des blessures et tout ça. Il y a eu des flops. Joaquin Correa en est un énorme. Non mais regarde, il faut appeler Jacques Pradel parce qu'il y a des disparus. Hein. Unai, la recrue phare, Unai. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, remplaçant. Et meilleur joueur de la Coupe du Monde. Oui, un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. À l'époque, on nous l'a vendu comme ça. Une des révélations, en tout cas marocaine. On nous l'a vendu comme un cador. À l'arrivée, les remplaçants, ils attendent qu'une chose, c'est de le dégager. Correa, un des plus gros salaires du club, 450 000. Je sais pas. Apparemment, Jean-Louis Gasset a donné une interview. Il a dit. Son heure viendra. Dépêche-toi, hein, Jean-Louis, parce que on n'est plus à 38 journées, on est à 34 journées. Hein. Il en reste 6 des journées après ce match de ce soir. Donc, je suis désolé, mais bon, d'un moment, Luis Enrique, Ndiaye, pourquoi il est remplaçant aujourd'hui, Ndiaye? Parce que apparemment, c'était, ça y est, le déclic. Jean-Louis Gasset est rentré dans son cerveau. Ndiaye, il va y arriver. Il a fait une bonne mi-temps contre Villarreal. Alors, tu as joué contre des fantômes, mais bon, peu importe, ça, on va lui mettre à son crédit. Il a fait un bon match contre Clermont, un bon match contre Montpellier, et après, bam, quand le niveau s'élève, il n'y a plus personne. D'où la pression inhérente à des gros clubs, parce que si je vais au bout de ton raisonnement, Jérôme, parce que souvent, vous avez ce discours-là, mais vous finissiez pas le raisonnement en allant au bout. Donc, vous dites que toi, tu dis Pablo Longoria doit partir. Ah oui. C'est ça, en fait. Oui, mais dis-le. Parce que moi, j'ai la question que je vais poser, c'est, donc, à Marseille, quand il y a une saison moyenne, il faut tout de suite que les dirigeants partent. C'est surtout parce que l'année dernière, il y a 3e place, l'année d'avant, il y a 2e place, et donc à Marseille, c'est comme ça, c'est acté. S'il y a une saison où il y a un échec, on jette tout le monde. Et donc l'instabilité que vous critiquez d'un côté, elle n'est pas. Oui, non, mais d'accord. Mais laisse-moi finir. Peut-être que c'est pas forcément la bonne solution aussi. Je vais te répondre avec Flo là. La bonne solution, c'est pas saison moyenne, c'est saison catastrophique. Et que quand tu es attends de voir, tu es en quart de finale de Ligue Europa. Oui, d'accord. Alors s'il gagne la Coupe d'Europe, en effet, je ferai l'émission à poil et comme ça, au moins, j'avalerai mon chapeau. Gardez-le, le podcast quand même, 18h20. Mais ce que je veux dire, c'est que Flo, quand je te dis que Longoria est responsable, c'est que tu peux pas te tromper autant
d'une année sur l'autre. Et là, vu qu'il change tout, et comme tu disais, oui, on va peut-être attendre l'année prochaine, mais il n'y a aucune stabilité. Donc c'est pour ça qu'on lui laisse pas la chose, parce que c'est même lui qui a décidé de faire de l'instabilité. Quand ça marche, il change quand même tout. Donc l'année où tu changes tout et que ça marche pas et que tu prends plein de claques, parce que attention, hein, ça a coûté quand même beaucoup d'argent à McCourt de fait de recruter certains joueurs que je viens de citer et de donner des gros salaires. Donc ceux-là, il va falloir les faire partir, mais tu vas les faire partir. De toute façon, il y aura une remise en question cet été qui est très claire à tous les niveaux. Et que quand tu vois Longoria, non mais quand tu vois Longoria, moi je sais parce que il me l'a dit personnellement, mais moi maintenant je le crois plus. C'est que quand il te dit oui, moi je veux de la stabilité, alors que pas du tout. Donc au bout de 3 ans, tu sais que c'est pas de la stabilité qu'il veut, il veut de l'instabilité. Et excuse-moi, qu'il a pas sa place comme président de l'Olympique de Marseille. Bien. Au bout de 3 ans, ça marche plus, il faut passer à autre chose. Manu continue de compter les points. On donne la parole à Laurent qui a composé le 32-16. Salut Laurent. Oui, bonjour à tous. Bienvenue Laurent. Laurent, t'as entendu Jérôme, ça t'a hérissé les poils. Je suis très content. Écoute, c'est le plaisir est partagé en tout cas. T'es un peu fâché contre Jérôme, quoi. Tu l'as entendu, tu voulais réagir. Ouais, alors moi je suis supporter un peu parisien parce que Paris m'énerve, mais je suis pas anti-marseillais. Par contre, je trouve vachement sévère Jérôme avec Jean-Louis Gasset. Il reprend le navire avec tout ce qui comporte de pas bon, donc il essaie de faire avec. Et par contre, ce que j'ai pas apprécié quand Jérôme a dit, c'est un mec qui est calme, il n'a pas besoin de s'énerver pour un match contre Lille ni contre Qui, Jean-Louis Gasset ? Ouais. Mais quand tu vois l'attitude des joueurs quelques jours avant où tu as perdu à 10 contre 11, alors c'était Paris, vous allez me dire, à 11 contre 10, c'était Paris, ceci, cela. Oui, mais je pense qu'avec un Paris très moyen, je pense que l'OM aurait dû faire mieux. Donc si tu les secoues pas les joueurs, parce que ces joueurs-là ont toujours été dans le confort, et pour preuve, c'est ce que les résultats parlent par rapport à mes critiques. Quand ils jouent une équipe du haut du tableau, ils perdent. Tout le temps, à part en Coupe de France, mais en championnat, tout le temps. Donc, comment tu expliques que Jean-Louis Gasset, même en ayant ce calme-là habituel, continue à le faire comme ça? Comment tu vas réveiller tes joueurs ce soir? Ils n'ont pas une conscience professionnelle, les joueurs, un petit peu? Tu l'as vu, la conscience professionnelle, depuis le début de l'année, toi? Moi, franchement, la première mi-temps contre Paris, ils ont bien joué. Ils ont eu des opportunités, ils les ont pas saisies, c'est dommage. C'est un problème de niveau, Jérôme, on te l'a dit. Mais s'il fallait uniquement secouer les joueurs, Gattuso, il aurait réussi, parce que crois-moi, ça gueulait à la commanderie. C'est pas faux. Le discours, c'était je tapais du poing sur la table, c'est trop facile. Dans ce cas-là, on y va tous les deux, on gueule un peu, on force sur l'accent s'il faut. Flo, là, si tu veux. Non, je suis d'accord avec Flo. Flo, t'as raison. J'ai autre chose à dire, c'est que est-ce que vous connaissez un club qui aurait survécu à 3 changements d'entraîneur dans la saison? Je sais pas, il faut refaire l'histoire. Déjà, c'est rare quand même d'avoir 3 personnes avec les objectifs de l'Olympique de Marseille, le standing de l'Olympique de Marseille. Je ne connais pas de club qui aurait survécu à ça. Et pourtant, ils sont pas distancés. Ils peuvent toujours espérer de faire quelque chose. Ils sont toujours en Coupe d'Europe. Donc quelque part, il n'y a pas que du négatif. Voilà. Bon, un peu de motif d'espoir avec. Et puis ça dépend aussi de ce qui se trame en coulisses, parce que là pour le moment il y aura pas de, je pense, d'annonce ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a le quart de finale de Coupe d'Europe, parce que l'OM est encore dans le coup malgré tout, et il peut se passer des choses. Mais je pense que peut-être que ton jugement, Jérôme, il peut changer. Imaginons en fin de saison, mois de mai, il y a une annonce sur un futur coach, et tu te rends compte que ça peut tenir la route. C'est pas totalement impossible. Je pense que peut y avoir encore. Investisseur. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. À chaque fois, depuis maintenant, chaque débat, tu veux finir là-dessus avec moi. Tu veux faire un petit clin d'œil, tu veux me taquiner sur le sujet. La coupe à chaque fois. Ça te plaît. Ouais, mais là, je suis bien là. Et tu peux y aller. Non, je suis pas en voiture là. Mais voilà, tu sais, ça me fait penser à. C'est ce que tu me disais. Ça me fait penser à 2014. Ça me fait penser à 2014 où Vincent Labrune, il y avait une saison très compliquée, et au printemps il y avait eu l'annonce Marcelo Bielsa. Ça a rassuré tout le monde et ça a projeté tout le monde vers la saison suivante. Moi je suis curieux de voir quand il y aura plus d'échanges sportifs cette saison, si l'OM fera des annonces rapides et aura pris des décisions déjà rapides pour peut-être se remobiliser. Je pense que ça, cette façon de fonctionner, où là je te rejoins, parce qu'en effet tu me parles de la référence Labrune, mais même dernièrement avec Sampaoli et tout ça, il peut y avoir de l'excitation en effet à l'arrivée d'un coach où tu te dis enfin il va mettre ses idées en place. Le problème, c'est important avec les abonnements, etc. Tous ces coachs là, ils ont fait qu'1 an.
et ils sont partis. Ouais. Ils ont plié bagage. Et à cause de qui? D'un moment, il y a un président qui est au-dessus, donc c'est pas à cause des joueurs. C'est pas que à cause du président. Il y a un contexte aussi, qui est parfois dur à supporter à Marseille. Et l'instabilité qui est récurrente à Marseille sur les dernières années, ça, je pense que c'est aussi un frein dans la façon que les gens croient à de nouvelles ambitions à l'OM. Du moins, moi, je le vois comme ça. Alors après, peut-être que je me trompe, tu es mieux placé que moi. Toi, Flo, tu es sur Marseille. Donc peut-être qu'en effet, vu que tu es très informé, peut-être qu'ils vont laisser encore une chance à Pablo Longoria. Mais moi, de Paris, quand je regarde les matchs, que je vois la structure de ce club, je me dis qu'au bout d'un moment, l'histoire de la banderole, par exemple, où il n'est même pas au courant, où il est au courant sans être au courant, il est énervé, il s'est mis tout le monde à dos, du moins certains supporters importants à Marseille à dos, et tu le sais mieux que moi. Et là, on va être d'accord à 100%, Jérôme, je pense que Franck McCourt a un rôle important à jouer. À un moment donné, il faut l'entendre, il faut qu'il clarifie lui ses désirs et aussi la position qu'il veut donner à Pablo Longoria. Soit il les met à bord et il prend des décisions, soit effectivement il tranche. Et puis on a été rassuré, Flo, parce qu'il a fait parler de lui, Franck McCourt, et il est rentré dans les plus grosses fortunes mondiales. Ça a plu aux supporters marseillais, je pense, cette info-là. Ah bah ouais, donc maintenant, lui, il faut falloir mettre des sous, monsieur McCourt. Juste avant, Flo, parce qu'avant de te quitter, on a déjà soit avec nous lundi, Flo, les retrouvailles d'Ineco Vata, je pense que tout Marseille attend cela. Et ouais, lundi dès 18h dans Rotten. Je sais pas, il va nous confirmer qu'il n'y a pas main. Pourquoi on a organisé cette rencontre? Parce qu'il y a OM Benfica, donc en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. Tu voulais nous donner une info sur les possibles interdictions de déplacement de supporters. Oui, une info importante et qui contrarie beaucoup les supporters marseillais, en tout cas qui les inquiète. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a pris ou va annoncer la décision de manière imminente d'interdire de déplacement les supporters portugais, donc pour le match retour le 18 avril prochain. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir un effet de réciprocité parce que en général, voilà, quand les supporters d'un camp sont interdits, les autres vont l'être. Et là, il faut savoir que les groupes de supporters marseillais, pour beaucoup, ont déjà prévu leur voyage jeudi à Lisbonne. Certains ont pris des billets, réservé l'hôtel, etc. La justification des autorités, c'est notamment de dire qu'ils ont identifié 200 à 300 supporters violents, quasi hooligans du côté du Benfica, avec une idéologie un peu d'extrême droite qui ne colle évidemment pas du tout à celle défendue par beaucoup d'ultra-marseillais. Donc ils craignent des incidents et donc ils ont informé l'Olympique de Marseille que les supporters portugais seraient interdits. Évidemment, l'OM s'active en coulisses.